Salut à tous, aujourd'hui on va faire une story time. Ça va être assez dur parce que ça risque d'être la plus grosse vidéo de ma chaîne, puisque ça va parler de un de nos traumatismes, plus particulièrement mon traumatisme et celui de Lune. Là c'est Rudy qui parle, je m'appelle Rudy dans le système. Si vous savez pas, on est atteint du si vous savez pas, on est atteint du... Putain, comment ça s'appelle cette merde déjà? On est atteint du trouble dissociatif de l'identité et ça consiste à avoir plusieurs identités dans un seul et même corps. Et, et voilà. Et j'ai fronté ce matin parce que je savais qu'il fallait tourner cette vidéo et j'ai hâte de tourner cette vidéo parce que j'ai envie de lâcher mon linge sale et enfin passer à autre chose et tourner la page sur ce traumatisme. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de mon traumatisme que j'ai vécu il y a maintenant 7 à 8 ans. Parce que c'était en 2016-2017. On est maintenant en 2023. Le temps passe hyper vite, mais bon, voilà, c'est comme ça. J'ai l'impression que c'était il y a même pas 3 ans. Et pourtant, ça date de fou. Et je suis content de pouvoir le dire sur YouTube, de pouvoir en parler sur YouTube. Parce que, en plus d'être important pour moi, je pense que ça peut aider beaucoup de gens qui ont vécu des choses similaires et j'ai besoin de m'exprimer sur ce sujet. Juste au front, aujourd'hui, il y a moi, Rudy, il y a Sue qui est l'hôte, il y a Nebula, il y a Lune aussi, et il y a Kira. Du coup, voilà, vous nous verrez sûrement switch pendant la vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'homophobie et d'harcèlement. C'est des choses que des gens vivent quotidiennement, malheureusement, parce que l'humain a des vices et l'humain est fait pour détruire tout ce qu'il touche. C'est ce que je pense et c'est ce que Lune pense aussi. Et honnêtement, après avoir vécu tout ça, ça a été très dur pour moi de renouer contact avec un humain. Ce qui me peine le plus dans tout ça, c'est que ce que j'ai vécu, c'est sûr que des gens ont vécu pire, pour les mêmes raisons. Et ça me rend tellement triste, mais vraiment. Vous pouvez pas savoir à quel point ça me rend triste. Du coup, moi j'étais hôte à ce moment-là, pendant le moment où je vous parle de cette époque. C'était en début d'année scolaire, en 2016, donc c'était la fin de l'année. Et j'étais au collège à ce moment-là, et tout commence avec mon premier amour, Lucie. Lucie avec un Y. Je suis désolée, je sens Sue qui est en co-front et qui veut prendre le front pour parler. Sauf que le truc, c'est qu'elle était même pas là. Genre, elle était même pas née quand ça s'est passé. Donc laisse-moi parler, ma gueule. C'est quoi ton souci? Sue est une altère, Shell et Gatekeeper et H-Slider. Et bref, en gros, vu qu'elle est Gatekeeper, elle a accès aux souvenirs des autres. Et du coup, elle peut savoir de quoi on parle, mais elle ne l'a pas vécu. C'est pas elle qui l'a vécu, donc c'est pas elle qui en parle. Sue est apparue à nos 14 ans lors d'une TS. Et justement, on avait 13 ans à ce moment-là, on allait sur nos 14. Je suis née en juin. Donc là, on était début janvier 2016. J'arrive à l'hôpital parce que, en gros, j'ai été internée pendant 6 mois dans un hôpital, pas psychiatrique, mais de rééducation alimentaire. Il y avait aussi d'autres secteurs où on pouvait trouver des personnes diabétiques ou cancéreuses ou qui avaient des maladies très rares ou même d'autres maladies. Et on était tous regroupés dans le même hôpital, mais il y avait plusieurs bâtiments et les bâtiments étaient en fonction des maladies et des pathologies. Et il y avait des secteurs en gros, et nous dans notre bâtiment, il y avait un rez-de-chaussée et il y avait un étage. Quand j'ai vu Lucie, ça a été le coup de foudre. Mais quand je vous dis le coup de foudre, c'est vraiment le vrai coup de foudre, comme dans les films. Je pensais que ça n'existait pas, le coup de foudre, jusqu'à ce que je le vive. Et en un seul regard,
elle avait percé mon cœur. Genre vraiment, on avait un super bon feeling, franchement, je l'aimais de ouf. C'était mon alter ego. Elle était comme moi, mais en mieux. Et en plus sexy et en plus waouh. Donc franchement, j'étais aux anges avec elle. Franchement, c'est mon premier amour et mon plus bel amour que j'ai vécu, malgré ce qui s'est passé et malgré comment ça s'est passé. C'est la chose la plus belle que j'ai vécue et la plus sincère qu'on ait pu vivre. Au bout d'une semaine, je me retrouve dans la chambre de Lucie, parce que Lucie, elle était seule dans sa chambre. Et elle était en mode, vas-y, tu veux pas venir dans ma chambre et tout. Et moi, j'étais en mode, bah, si, de fou, de fou, de fou. Parce que du coup, je vous ai pas dit, mais je suis direct allée la voir quand j'ai eu ce coup de foudre et je suis partie lui parler. Et on a commencé à discuter et j'ai vu qu'on avait un grave bon feeling et qu'elle était si rayonnante, si ensoleillée, enfin si... Waouh, genre vraiment. Et une fois dans la même chambre, bah ça y est, ça y va. On s'est parlé de toutes nos vies. Genre, on a parlé et discuté de tout et de rien. Enfin, j'ai appris beaucoup sur elle, elle en a appris beaucoup sur moi. Pas énormément parce que je suis un peu mystérieux. C'est pas que j'aime être mystérieux ou que je veux être mystérieuse. C'est juste que, bah, c'est juste que j'aime pas trop parler de moi. Je préfère écouter les autres. Parce que j'étais dans un état, à ce moment-là de ma vie, où j'étais une loque. J'étais en dépression as fuck. Genre vraiment. Et Lucie a égayé ma vie. Elle est devenue le soleil que j'avais perdu. Elle a décalé tous les nuages qu'il y avait en moi et elle l'a remplacé par un soleil si scintillant et si scintillant. Waouh. Je voyais que des arcs-en-ciel, il y avait plein de papillons dans mon ventre, j'étais amoureuse, j'étais amoureuse. Et du coup, à cet hôpital, il y avait un éducateur qui s'appelait Fred, et je le considère comme un peu mon père de substitution, parce que il a été comme un père pour moi, il m'a protégée, il m'a aimée, il m'a chérie, il m'a conseillé, enfin, il a été là pour moi dans les moments où j'étais le plus mal. Et je lui ai parlé de tout ça, de Lucie et de ce que je vivais et tout ça. Et il était toujours là pour me parler et être bienveillant et très bon avec moi. Et franchement, je me rappellerai toujours de lui et je l'aime de ouf. Et franchement, grâce à lui, j'ai pu survivre à tout le mal que les sentiments que je ressentais pour Lucie ont pu me faire. Et il avait une fille qui habitait du coup à l'hôpital parce qu'elle avait une maladie. Et du coup, lui, il habitait juste à côté de l'hôpital. Genre vraiment l'immeuble à cinq pas de l'hôpital pour s'occuper d'elle et la chérir et l'aimer. Et, et du coup, c'est pour ça qu'il était éducateur dans cet hôpital. C'était pour pouvoir s'occuper c'était pour pouvoir avoir un emploi, mais en même temps pouvoir rester avec sa fille. Et ça, je trouve ça mais magnifique. Franchement, cette personne, c'était une perle en or. Et j'aurais kiffé avoir son numéro et pouvoir continuer à lui parler. Parce que vraiment, quand je vous dis que c'était mon père de substitution, c'est vraiment un père pour moi. Vraiment. Et je serai toujours reconnaissante de tout ce qu'il m'a apporté. Et arrive la fin des 6 mois. Du coup, la fin du séjour. Et je dois quitter Lucie. Chose qui m'a totalement mais chamboulée dans toute ma vie. Parce que Lucie, c'était devenu mon monde. Genre, c'était ma vie, ma raison de vivre. Genre, vraiment, j'étais vraiment dans un amour très destructeur et chaotique qui prenait énormément de place. Arrive la fin du séjour et je dois rentrer en 3e. Je dois retourner à mon collège, le fameux collège que je détestais tant et que j'avais fui jusqu'à en rééducation alimentaire, jusqu'à j'ai fui dans un hôpital pour fuir mon collège. Donc, dites-vous que j'avais vraiment pas envie d'y retourner.
Surtout que bah, moi, j'avais en tête Lucie et elle était très loin de moi. Et je pouvais plus la voir, je pouvais plus la contacter. Ok, on avait des téléphones, mais c'est pas du tout pareil. Et on n'a pas gardé le même feeling et le même contact qu'on avait quand on était à l'hôpital. Et ça m'a vraiment blessée. Parce que bah, je pensais que ça allait rien changer, mais en fait, ça a tout changé. Et même, il y a plein de choses qui ont fait que ça s'est pas passé comme je le voulais et comme je le pensais. Et l'une est restée haute presque 1 an et demi. Parce que du coup, elle est devenue haute vers mars, à peu près 3 mois après que j'ai rencontré Lucie. Et elle est restée haute pendant toute l'année de troisième. Et du coup, cette année de troisième où bah, je suis retournée au collège et que j'ai pris 30 kilos en même pas 5 mois. J'en parle dans ma vidéo sur l'obésité. Vous pouvez aller la voir. Et, et à l'époque, quand l'une était haute, Rudy, Bébé Sou, Luna, moi, Nebula et Gladys, on était très très proches de l'une. Et du coup, on était beaucoup au front avec elle. Il faut savoir qu'à cette époque-là, on n'était que 8 dans le système. Il n'y avait que moi, Nebula, Gladys, Rudy, Calypso, Bébé Sou, Luna, Nina et Stella. Donc on n'était que 8. Et les haltères, la dizaine d'haltères que j'ai autres sont apparus bien plus tard, dans les années bien plus tard. À cette époque, j'étais très 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 triste. Quand je dis très 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 triste, je veux dire du genre à vouloir se jeter sous une voiture dès qu'elle en voit une passer. Du genre à prier pour qu'un bus l'écrase. Du genre vraiment ravagé, quoi. Donc l'une, quoi. Mais du coup, quand mes parents ils ont vu que j'avais pris 30 kilos juste après être retournée au collège et que j'allais vraiment pas bien parce que ça se voyait que j'étais très triste vu que je pleurais tout le temps, je restais tout le temps dans mon coin et je leur parlais pas, j'étais en dépression, quoi. Je manquais d'hygiène de vie, je me lavais plus, je faisais plus rien en fait. J'allais juste en cours, je revenais, je regardais ma série, j'essayais de dormir, ça marchait pas. Du coup, je me mutilais et je repartais pour le lendemain. C'était ça mon quotidien. Et, du coup, j'ai convaincu mes parents, enfin ma mère plutôt, à aller voir une psychologue qui... Enfin, elle n'était pas très friande à l'idée de voir une psychologue au début, parce qu'elle disait que c'était juste pour les personnes qui étaient totalement malades et totalement folles, qui étaient irrécupérables. Sauf que bah non, tout le monde devrait voir un psychologue en vrai. Parce que de un, ça fait du bien. De deux, voir quelqu'un d'extérieur avec qui tu parles de ta vie et avec qui tu fais le point et avec qui tu peux te retrouver, bah ça devrait être pour tout le monde, même obligatoire. Genre pour bien vivre, genre sainement. Et, du coup, bah, j'ai fini par voir une psychologue qui d'ailleurs habitait très proche de chez moi. Et, quand je dis très proche, c'est genre c'est ma voisine. Mais bon, du coup je la vois très souvent. Mais bon, je rigole parce que maintenant je la vois plus et il y a des raisons à ce que je la vois plus. Parce que je suis partie la voir et je lui ai parlé du fait que bah j'étais triste et que j'allais pas bien, que je me mutilais, que je pensais tous les jours à mourir et tout ça. Et je lui ai dit, pas à la première séance, hein, mais... Et du coup, elle a appelé le SAMU. Ils n'ont pas répondu. Et du coup, elle a appelé les pompiers. Et ils sont direct venus. Et ils m'ont emmené en HP, en hôpital psychiatrique. Et de base, je devais rester 2 semaines là-bas. Sauf que j'ai réussi à partir au bout de 3 jours parce que, en gros, j'ai supplié au médecin de partir de cet endroit. Parce que quand je vous dis que j'étais au plus mal, genre déjà que j'étais au bout de ma vie, déjà de base, mais aller dans cet hôpital psychiatrique, ça m'a rendue encore plus folle. Parce que bah, je voyais des gens qui allaient mal tous les jours.
genre des gens qui allaient plus mal que moi et pourtant fallait le faire, genre. Il y avait une meuf là-bas, je me rappellerai toujours, elle cherchait tous les jours à sauter de la fenêtre. Mais genre tous les jours, elle cherchait à se défenestrer alors que toutes les fenêtres, elles étaient fermées, genre. Elles étaient fermées, on pouvait les ouvrir que de comme ça et il y avait des barreaux aux fenêtres. Et elle cherchait tous les jours à sauter de l'immeuble. Tous les jours, elle essayait de défoncer les fenêtres pour sauter. Et ça me rendait ouf parce que je me disais, mais pourquoi je suis là? Genre, moi, je vais pas bien et on me met avec des gens encore plus pas bien pour que j'aille encore plus mal. Enfin, du coup, j'étais au bout de ma vie. J'ai passé mon temps à faire des origamis. Euh, du coup, je les ai ramenés chez moi et j'en ai fait ça. Et du coup, on en a conclu que j'étais atteinte de dépression et que fallait que je voie un psychiatre et que je voie un psychologue. Sauf que au psychiatre, moi, je lui ai rien dit. Je lui ai rien dit de tout ce que je pensais en moi. Je lui ai juste dit que tout allait bien et que la psychologue s'est trompée en m'emmenant ici. Parce que mon but, c'était de sortir le plus vite. Du coup, je lui ai mytho, je lui ai dit que de la merde, je lui ai dit que des trucs que je pensais pas. Je lui ai dit qu'au final, moi, j'aimais la vie, que j'allais m'en sortir et tout ça, que j'avais le brevet, parce que ça arrivait au moment du brevet en plus. Genre, ils m'ont interné pile au moment où je devais faire le brevet. Donc, encore plus de stress et d'angoisse autour de ça. Donc j'étais totalement en panique, c'est-à-dire que je suis partie de l'hôpital pour aller au brevet et après je re-rentrais à l'hôpital. Donc bon, et je suis restée que 3 jours. Hein. Je suis restée que 3 jours parce que du coup, la condition c'était que si je partais de l'hôpital, j'allais dans un autre hôpital. Et moi, j'étais pas du tout favorable à ça. Enfin, je voulais pas du tout. Du coup, moi, ce que je comptais faire, c'était dire oui, oui, je vais y aller, mais dire à mes parents non, on n'y va pas, genre. Sauf que mes parents, ils ont vu que j'étais un peu en détresse et que genre j'allais pas bien. Du coup, ils se sont dit que c'était la meilleure des choses que j'aille en hôpital. Du coup, ils m'ont internée dans cet hôpital de force un peu parce que je leur ai supplié de pas y aller. Vraiment, j'étais en pleurs et je leur ai supplié maintes et maintes fois. C'est même ma mère qui a fait ma valise tellement je voulais pas y aller. Genre, je voulais pas en fait. Je voulais vraiment pas y aller. Et j'aurais pas dû. Hein. J'aurais pas dû. Parce que du coup, je suis allée à cet hôpital. Et c'était le même hôpital que j'étais où il y avait Lucie. Et du coup, cette fois-ci, il n'y avait pas Lucie. J'espérais que Lucie soit là, mais elle n'était pas là. J'ai re-rencontré, enfin, j'ai recroisé une meuf que j'avais croisée à un autre séjour que j'avais fait de peut-être 1 mois ou 2 semaines là-bas encore. Parce que j'y suis allée 3 fois dans cet hôpital. Et il y a une fois où j'ai rencontré une meuf qui s'appelait Magali. Et franchement, cette meuf, c'est un sucre d'orge. Genre vraiment, elle est en or. Genre vraiment, je l'aime beaucoup. Et c'est un peu grâce à elle que je me suis pas suicidée pendant ce séjour-là. Parce que bah, j'arrive à l'hôpital. Tout va bien au début. Tout va bien au début. Je vois que les gens, ils sont bons délire. Genre, ça a l'air d'être fun. En plus, c'était pour 1 mois, pendant tout le mois de juillet. Et on était filmés parce qu'il y avait une équipe de tournage qui était venue pour faire un reportage sur l'obésité et qui avait pris quelques personnes en tant que main caractère pour faire leur reportage. Moi, j'étais pas en tant que main caractère, mais j'étais j'étais à ce reportage et ça se trouve, il y a des images de ce que je vous raconte. Ça, c'est un truc de ouf. Ça, c'est un truc de ouf. Du coup, vous pouvez même mettre des visages sur les personnes dont je vais vous parler, mais je vais pas dire les vrais blazes parce que bah, j'ai pas envie d'avoir de problèmes, déjà de un, et de deux. Vaut mieux pas que je dise les vraies blazes parce qu'elles vont me tomber dessus encore et flemme de me rajouter des problèmes, quoi. C'est pas le but de la vidéo. Du coup, j'arrive dans cet hôpital, j'apprends que Fred est parti et ça m'a déchiré le cœur. Franchement, j'étais en mode comment ça il est parti, genre.
Enfin, moi, j'aurais vécu d'une chose, c'est de le voir, en fait. Dans ce moment-là où j'étais en détresse totale, je voulais voir mon père de substitution, bordel. Genre, vraiment, je voulais le voir. J'aurais tout donné pour le voir. Et il est parti. Parce que sa petite fille, il me semble qu'elle a été guérie. Et du coup, ils sont partis habiter autre part. Et du coup, bah, en vrai, c'est une bonne chose qu'elle ait été guérie et qu'ils aient pu passer à autre chose. Et je suis fière et contente pour lui et pour elle. Et, mais j'avoue que j'étais triste pour moi de ne pas voir Fred à l'hôpital. Et du coup, là, c'est le premier jour. Je rencontre un peu tout le monde. Je fais connaissance avec les meufs et les mecs qu'il y a. Je dis les meufs et les mecs parce que... j'insiste sur les meufs parce qu'on était une trentaine de meufs et il y avait genre 5-6 gars. Genre max. Alors que les autres séjours que j'avais fait, on était équitable au terme de sexe, genre. Enfin, de genre. On était équitable en termes de genre. Et il y avait autant de mecs que de meufs. Alors que là, il y avait une majorité de meufs et un peu ma phobie, quoi. Enfin, genre, quand il y a plein de meufs, c'est tout le temps qui sera la plus prestigieuse, qui sera la plus belle, qui sera la plus waouh, qui sera la plus... Enfin, il y a toujours cette compétition entre les meufs. Je sais pas pourquoi, mais il y a cette compétition. Et moi, je voulais pas rentrer dans ça. Du coup, moi, j'ai essayé de me trouver des potes dans tout ça. Et j'ai réussi à me faire une pote qu'on va appeler Marie. Et cette pote-là, on avait trop un bon délire ensemble. Quand je vous dis on avait un bête de délire, c'est qu'on avait un bête de délire, genre vraiment. On s'entendait trop bien, genre vraiment, ça fusionnait entre nous. Genre, j'avais l'impression de la connaître depuis tard l'époque. Genre vraiment, et elle aussi, genre. Et enfin, c'était trop bien. Et en fait, le problème, c'est que il y avait une meuf qui était déjà venue à d'autres séjours aussi, et qui connaissait cet hôpital, et qui connaissait d'autres personnes de l'hôpital de ce séjour. Et cette personne, on va l'appeler Mathilde. Et en gros, Mathilde, elle était pote avec, on va appeler cette meuf Jade. Elle était pote avec une certaine Jade. Et, et, euh, et cette Jade, elle était aussi grave cool et grave gentille, mais elle était grave sur les côtes de Mathilde. Genre dans le sens où elle était grave à fond avec elle. Et du coup, moi j'étais dans la chambre de Mathilde et je voulais être dans la chambre de Marie parce que on avait grave un bon feeling et on s'entendait grave bien. Du coup, moi, j'ai demandé aux éducateurs si c'était possible de faire un changement de chambre. Et ils nous ont dit, pas maintenant, ça fait que 1 jour, genre, attendez au moins une semaine, genre, je sais pas. Du coup, j'étais en mode, ouais, ok, j'avoue. Et aussi, Mathilde, elle voulait aussi changer de chambre pour être avec Jade, du coup. Et genre, moi, je suis dans la chambre de Mathilde. Et du coup, on fait un peu connaissance, on parle et tout. Et arrive le soir, et du coup, on doit se coucher. Et du coup, 21h30, on éteint les lumières, Bambiloum, vous allez au lit et vous allez dormir. Genre, impossible de dormir à 21h30, tu connais. Donc, je commence à faire la discussion avec Mathilde. Et Mathilde, elle me dit un peu sa vie et tout. Moi, je lui dis un peu la mienne et tout. Et on commence à parler des amourettes. Et moi, je lui parle un peu de Lucie en lui disant que, ouais... j'étais à un autre séjour en venant ici et que j'ai rencontré une meuf qui m'a changé la vie et qui m'a ouvert les yeux sur le fait que, ouais, c'était sûr que j'aimais les meufs, quoi. Et du coup, elle m'a dit, mais tu sais que c'est une maladie? Genre, j'étais en mode, mais comment ça? Genre, et elle commençait à me dire, enfin, elle m'a dit les plus grosses dingueries qu'un homophobe peut te dire. Genre, vraiment. Elle m'a dit, elle me disait... mais tu sais, tes parents, ils vont te renier, ils vont te jeter à la rue. Dès qu'ils vont apprendre ça, ils vont te renier, c'est sûr. Moi, elle m'a raconté l'histoire de sa cousine qui avait été lesbienne un temps et qui s'est rendu compte que c'était une maladie et qu'aujourd'hui, elle était mariée avec un mec parce que sa famille l'avait renié. Sauf que moi, je lui ai dit, mais ma soeur, genre, ta cousine... elle est au bout de sa vie, je pense. Hein. Ta cousine,
elle a pas fait ça pour son bien, elle a fait ça pour sa famille, elle voulait pas perdre sa famille, c'est tout. Et elle m'a dit, mais non, tu comprends pas, en vrai, c'est Dieu qui l'a retrouvé. Et en vrai, c'est Dieu qui l'a remis sur sur le bon droit chemin. Tu comprends pas. Genre, pendant toute la nuit, elle m'a dit les plus grosses dingueries. Genre, vraiment. Et en fait, elle m'a dit des choses tellement dures et tellement fortes que, au bout d'un moment, j'avais plus d'arguments. Je savais même plus quoi lui dire. Genre, j'étais juste en pleurs et en train d'écouter en disant ouais, ok, ouais, ok. Parce que, genre, on avait tellement pas la même vision de voir les choses et même la vision du monde. Et elle était en mode matrixée sur le fait que c'était une maladie et que, enfin, fallait que je guérisse de ça parce que, bah, c'était, c'était quoi? Elle m'a dit quoi? Elle m'a dit c'est pas inhumain, c'est... Enfin, elle me disait des trucs en mode c'est abject, enfin, tu devrais même pas être comme ça. Franchement, t'es une sous-race de l'humain. Et enfin, elle me disait des trucs horribles, mais vraiment des trucs horribles. Et au début, je disais des arguments, je lui répondais, genre. Sauf qu'au bout d'un moment, au bout de 4, 5, 6 heures, où tu parles avec elle et qu'elle te dit des dingueries, genre, tu te mets juste à pleurer et être au bout de ta vie, genre. Et enfin, j'aurais pu totalement m'en foutre et vivre ma vie aussi, mais ça m'a atteint ce qu'elle m'a dit. Tout ce qu'elle m'a dit, ça m'a atteint parce que j'étais au moment où je voulais assumer que j'aimais les filles aussi et que c'était normal de pouvoir aimer une fille aussi, même si t'es une fille. Et je voulais juste m'assumer, en fait. Je voulais être la personne que je suis sans que les gens puissent être abjects avec moi. Donc moi, je me suis dit quoi de mieux que de s'assumer en disant que, bah, ouais, j'aime les meufs que en le disant, genre. Et, du coup, Mathilde, au bout d'un moment, elle me dit, mais tu sais, même moi, une fois, j'ai eu, ces... Elle me dit, mais tu sais, même moi, une fois, j'ai failli faire quelque chose avec une fille parce que bah, j'en avais envie, mais en fait, je me suis rendu compte que bah, c'était le diable qui était en moi qui parlait. Enfin, genre, elle me disait des trucs de ouf, genre, elle était matrixée du cerveau, genre, vraiment. Je me rappelle plus exactement de tout ce qu'elle me disait, j'ai tout mis à la poubelle, parce que franchement, faut erase tout ce qu'elle disait, cette meuf. Mais cette Mathilde, elle était complètement timbrée, genre, vraiment. Et du coup, bah, j'ai pas dormi de la nuit. Arrive le lendemain, j'ai la tête dans le cul, j'ai pas dormi de la nuit. Y a une meuf fanatique qui m'a dit des trucs enfin vachement durs et balancés à la gueule, genre d'une manière enfin si hard. Enfin, genre au bout de... Enfin, genre dites-vous que de 21h à au moins 3h du matin, on a parlé et elle me disait des dingueries. Et genre au bout de 3h du matin, je sais qu'il était 3h du matin, parce que je suis partie voir une infirmière en lui demandant un somnifère. Enfin, je suis partie voir une auxiliaire de nuit pour lui demander un somnifère parce que j'arrivais pas à dormir et elle m'empêchait de dormir en me disant ces dingueries. Et elle, au bout d'un moment, elle s'est endormie et genre bien paisiblement. Et moi, genre impossible de dormir, j'étais juste en pleurs, j'étais juste au bout de ma vie, genre vraiment. Et du coup, l'auxiliaire de nuit, elle me dit, bah non, il n'y a pas de médecin, il peut pas te prescrire, on peut pas t'en donner comme ça. Donc, va falloir que tu dormes par tes propres moyens. Du coup, moi, j'étais en mode, bah ok, bon, bah je vais pas dormir, nickel. Du coup, j'ai pas dormi. Arrive le matin, 8h du sbar, ils viennent nous réveiller. Moi, je leur dis, moi, c'est mort, je me réveille pas. J'ai pas dormi de la nuit, il faut que je dorme. Ils me disent, non, tu te réveilles, ils ouvrent les volets et tout. Ils me jettent du lit. Du coup, j'étais en mode, bon, ok, je vais devoir me réveiller. C'est pas je descends. Presque la dernière au self. Et c'est pas, je vois que tout le monde me regarde. Tout le monde me regarde, mais d'une manière hyper bizarre, genre vraiment. Et je me dis, bon, bah, c'est bizarre, ça doit être dans ma tête. Personne me regarde, non. Bon, ça se voit quand tout le monde te regarde, mais tu sais, t'essayes de trouver des raisons, t'essayes de te dire, bah non, franchement, enfin, ça se trouve, c'est moi, je me monte la tête, enfin, tout le monde me regardait. C'est pas je m'assois, et c'est pas j'entends une meuf me dire, bah alors ça veut pécho Marie, et j'étais en mode,
comment ça, wesh? Genre, comment ça? Genre, comment ça veut pécho Marie? Et genre, du coup, elle est partie en mode en ricanant, en me disant, ah, 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 la lesbienne. Genre, et j'étais en mode, ok. Et j'étais en mode, qu'est-ce qui se passe là? Genre, qu'est-ce qui se passe, bordel de merde? Du coup, moi, je vais voir Marie et je lui dis, c'est quoi ce délire? Pourquoi il y a quelqu'un qui m'a dit que je voulais te gérer, genre? Et elle m'a dit, bah, en fait, Mathilde nous a toutes dit que bah, t'aimais les filles et que bah, t'étais lesbienne, genre. Et je lui ai dit, alors déjà, je suis pas lesbienne, je me considère comme bi, mais c'est pas grave. Et ensuite, qui a dit que je voulais te gérer? Genre, d'où ça vient, genre? D'où ça vient? Et du coup, c'est pas, elle me dit, bah Mathilde, elle a dit que tu voulais me gérer et que bah, je te plaisais bien et tout ça. Parce qu'il y a un moment, elle m'a dit, il y a quelqu'un qui te plaît dans l'hôpital. Et je lui ai dit, bah non, il y a personne qui me plaît, mais j'aime bien Marie. Genre, je m'entends bien avec elle, on a grave un bon feeling. Je m'entends bien avec elle, je suis contente parce que je pensais pas me faire des potes. J'ai dit cette phrase, c'est parti en twist rumeur. Et genre, là, tout le monde pensait que je voulais me faire Marie. Du coup, Marie, elle me dit, bah, ça va pas être possible. Genre, moi, je suis pas lesbienne. Genre, j'ai rien contre les personnes lesbiennes ou bi, mais ça va pas être possible. Et je lui ai dit, mais meuf, calme-toi. Je veux pas ta chatte. Genre, calme-toi. Genre, genre, vraiment, calme-toi. Genre, moi, je pensais qu'on était juste potes et qu'on allait rester potes et que ça allait être cool. Genre, qu'on allait passer un bon mois ensemble. Finalement, là, je sens que t'es dans le froid. Du coup, moi, j'ai essayé de la rassurer en lui disant, bah, frère, je suis pas du tout sur toi, genre, mais genre, pas du tout. Genre, vraiment pas. Genre, à ce moment-là, j'étais encore amoureuse de Lucie, mais à fond. Genre, à fond. Genre, à ce moment-là, j'étais encore meurtrie de la relation que j'avais avec Lucie. Donc, j'étais pas du tout apte à vivre quelque chose avec quelqu'un, genre. Même, j'avais même pas pensé, genre. Enfin, et du coup, moi, j'ai essayé de dire aux gens, bah non, c'est faux, genre, c'est une rumeur, enfin, c'est une vieille rumeur, genre, arrêtez de vous emballer, genre. Et du coup, les meufs, une trentaine, hein, enfin, non, peut-être pas une trentaine, une vingtaine de meufs qui sont au courant de ça et qui sont toutes religieusement très chrétiennes ou catholiques et qui sont toutes très dans le droit chemin. Et c'est pas tout le monde a commencé à m'éviter et à ne plus me parler et à me regarder vraiment mal et de haut. Et j'entendais des gens qui se parlaient de moi, qui chuchotaient, qui se foutaient de ma gueule, qui m'appelaient la lesbienne, la lécheuse de chatte. J'en ai entendu des choses. Hein. Et en fait, bah, moi, j'ai pas supporté parce que bah, j'avais pas confiance en moi. J'avais très peu d'estime pour moi-même. Et j'étais au bout de ma vie déjà de base. Je sortais d'un hôpital psychiatrique. Déjà de base. Et là, il m'arrive ça. Genre, du coup, je me dis, bon, c'est pas ouf là ce qui m'arrive. Mais du coup, moi, la Mathilde, je l'avais grave dans le collimateur. Genre, j'étais en mode, mais wesh, enfin, c'est quoi cette meuf? Elle a raconté que des vieux bails à des gens, alors que, enfin, c'est à moi de faire mon coming out si j'ai envie d'en parler, genre. Et bon, bref, elle l'a fait à ma place, mais en disant que de la merde, et en disant que je voulais gérer Marie. Du coup, moi, j'étais en mode, bah non, les gars, je veux pas gérer Marie, donc calmez vos races. Et jusqu'à, j'avais prêté des vêtements à Mathilde pour faire bonne figure. Et elle a galéré à me les rendre parce que bah, elle les trouvait trop beaux, sauf que bah, c'est à moi en fait, meuf. Et je lui avais prêté des habits, chose que je ne fais jamais. Je ne prête jamais des amis à des gens. Enfin, je prête jamais des habits à des gens, à part s'ils comptent vraiment, vraiment pour moi. Là, c'était vraiment pour faire bonne figure, pour me la mettre dans la poche. Parce que bah, c'était un peu la leaduse du groupe. C'était celle qui dirigeait un peu toutes les meufs. Vous savez, genre, le genre de meuf qui est la leader du groupe et genre qui donne toutes les décisions, qui dit où on va, qui dit quoi faire, qui dit tout en fait. Et c'était ce genre de personne. Et elle était en duo un petit peu avec Jade. Et c'était un peu les deux leaders du groupe, en gros. Et du coup, l'une, à ce moment-là, vu qu'elle était haute, elle l'a vraiment, mais vraiment, vraiment pas bien vécu.
mais vraiment pas bien vécu. C'est comme ça qu'on a commencé à rentrer dans l'anorexie mentale et que l'une a arrêté de manger totalement. C'est-à-dire que tous les repas, elle les sautait. Elle ne mangeait plus du tout. Et dites-vous que en une semaine, on a perdu 5 kilos. En une semaine. Même pas en 5 jours, vu que je suis restée 5 jours au final. Parce que du coup là, ce que je vous raconte, on n'est que le 2e jour. C'est pas du coup, j'en parle avec les seules personnes que je peux. Donc Mayali et Gaëlle. Gaëlle, c'était une auxiliaire de l'hôpital. Elle était franchement très compréhensive et très gentille et beaucoup là pour moi. Et jusqu'à elle m'a passé un badge d'une salle, une salle télévision où je pouvais aller pour me recueillir toute seule et pleurer. Mais bon, bref. Mais du coup, j'allais dans cette salle pour pleurer et être toute seule parce que je n'avais aucun moyen d'être toute seule vu que quand j'allais dans ma chambre, Mathilde était là où elle était avec Jade et d'autres gens. Ou alors, dès que j'allais dehors, il y avait quelqu'un forcément qui allait mal me regarder. Il y avait les caméras aussi. En fait, il y avait beaucoup de choses qui jouaient, genre. Et du coup, j'étais tout le temps en train de pleurer et j'étais au bout de ma vie. En fait, à ce moment-là, je ressassais toute mon année, en fait. Lucie, ma dépression, mon envie de mourir, mon envie de me suicider, l'HP. Enfin, tout faisait que j'étais au plus mal, en vrai. Et du coup, j'ai commencé à me dire que peut-être qu'il fallait que je parte. Mais ça faisait que 2 jours que j'étais là et mes parents, ils m'en auraient voulu parce qu'ils voulaient vraiment que j'aille à cet hôpital pour pas que j'aille encore plus mal en revenant. Ils pensaient que ça allait me faire du bien d'être autre part que dans un HP. Mais malheureusement, ça s'est pas passé comme prévu. Du coup, je continuais à dormir dans la chambre de Mathilde, mais on se parlait pas, on se calculait pas du tout. Et elle m'évitait à chaque fois parce que j'étais un monstre à ses yeux. Et toutes ses copines, elles étaient du même avis et elles me regardaient archi mal. Mais du coup, arrive le 3e jour et c'était vraiment insoutenable pour moi. Du coup, je demande à voir un médecin, enfin à voir le médecin du bâtiment pour pouvoir lui parler et lui demander de partir. Et du coup, il me donne un rendez-vous pour le lendemain, du coup pour le jeudi. Et pendant l'après-midi, j'étais dans ma chambre toute seule. J'étais sur mon tel parce que à ce séjour-là, on avait le droit d'avoir nos téléphones pendant la journée. Parce que normalement, on n'a pas le droit au téléphone dans un hôpital. Mais là, on avait le droit de l'avoir, mais que pendant la journée. Et du coup, j'avais mon téléphone et j'ai parlé avec une amie qui était très importante pour moi à l'époque, mais qui est devenue une amitié, qui est devenue. Ça a toujours été une amie très toxique pour moi et notre relation a toujours été très toxique et c'est une des raisons de pourquoi j'ai autant d'altères et de pourquoi je suis autant traumatisée. Mais bon, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo, mais c'est pas sûr parce que ça c'est un de mes plus gros traumatismes et je suis pas sûre de pouvoir en parler un jour sur les réseaux. Mais cette personne, on va l'appeler Emma. Et en gros, Emma, c'était mon pilier à cette époque-là. C'était mon tout. C'était ma meilleure amie. Sauf que je lui ai demandé de l'aide parce que je ne voyais plus où je pouvais demander de l'aide. J'étais en totale détresse en fait. J'étais au bout de ma vie et j'étais en détresse totale. J'avais besoin qu'on m'aide. Du coup, je l'ai appelée et je lui ai dit ce qui se passait. Je lui ai raconté et elle m'a dit de lui passer son snap. Parce que vous savez, à l'époque, on se passait tous les snaps de tout le monde. Donc du coup, j'avais son snap. Et du coup, je lui ai passé son snap pour qu'elle aille lui dire de se calmer, genre, Mathilde. Et
Et c'est pas genre peut-être 30, 40 minutes plus tard, il y a une meuf qui vient dans ma chambre et qui me dit viens. Et je lui dis bah pourquoi? Elle me dit viens. Du coup bah moi je viens. Et c'est pas... On me met... Enfin, c'est pas... Il y a plein de meufs, enfin toutes les meufs en fait de l'étage et du séjour. Toutes les meufs qui me regardaient mal et qui m'ont insultée pendant ces 2-3 jours, elles étaient là. Et il y avait Mathilde qui était posée sur le lit, en train de pleurer, en train de trembler, en train de criser. Et là, je rentre dans la salle en disant bah qu'est-ce qui se passe? Et là, les portes se ferment. Les portes se ferment. Et il y a 2-3 personnes qui restent devant la porte et qui m'empêchent de partir. Et moi, je comprends pas à ce moment-là. Et genre, Mathilde, elle commence à péter un câble. Elle me dit, pourquoi t'as donné mon snap? Et je lui dis, bah... Enfin, c'est qu'un snap, genre, tu le donnes à tout le monde. Donc, je vois pas c'est quoi ton souci, genre. Et c'est pas, elle me dit, pourquoi t'as donné mon snap? C'est mon intimité, c'est ma vie privée, t'as pas à faire ça, genre, c'est... It's not ethical. Je sais pas comment j'arrive à rigoler à ce moment-là. Je sais pas comment je fais pour rigoler. Parce que, honnêtement, c'est un des plus gros traumatismes que j'ai vécu. En gros, elles m'ont enfermée dans cette pièce qui était une chambre. Mais elles m'ont enfermée dans cette pièce et elles étaient une vingtaine autour de moi. Il y en avait derrière moi, il y en avait devant moi, autour, à côté, à droite, à gauche, en bas, en dessous. Enfin, partout, partout. Genre, quand je vous dis à droite, en dessous, partout, genre, je rigole pas. Il y avait même une meuf qui sautait sur le lit. Genre, ça me... Enfin, c'est... La meuf qui sautait sur le lit, c'est un des triggers négatifs que j'ai. Parce que j'ai eu une crise de PTSD, de troubles post-traumatiques, pardon, j'ai eu une crise PTSD post-traumatique, donc, et dans cette vision de quand j'ai eu des hallucinations auditives et visuelles, je revoyais cette personne qui sautait sur le lit et qui criait la 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 la. Genre, c'était comme dans un film d'horreur, genre vraiment. Genre, il y avait une meuf qui sautait sur le lit et qui criait. Genre, il y en avait d'autres qui criaient sur moi et qui m'insultaient et qui me disaient des trucs horribles. Il y avait à côté Mathilde qui m'engueulait parce que j'avais passé mon... Putain. Il y avait Mathilde qui à côté criait parce que j'avais passé son snap à Emma. Et en gros, Emma lui a dit, genre en mode arrête d'harceler ma pote. Genre, elle fait ce qu'elle veut en gros. Et après, genre en gros, elles ont parlé et elles sont limite devenues copines. Et, genre moi, bah j'étais un peu en mode, bah vas-y, nique sa mère. Personne peut me... Putain. Personne peut me venir en aide. Donc... Mais du coup, elles m'ont séquestrée dans cet endroit bien 1 heure. Et elles m'ont empêché de sortir. Et moi, je suppliais pour me laisser sortir. Je leur disais de me laisser sortir. Et elles ne voulaient pas. Elles étaient devant la porte. Et pour moi, c'était un calvaire. Enfin... Je saurais même pas comment vous décrire la scène. Mais c'était catastrophique. Vraiment très chaotique. J'allais au plus mal. Elle était en même temps au téléphone avec Emma pour lui demander pourquoi elle avait eu son snap, pourquoi je lui avais passé son snap. Et du coup,
elle a parlé avec Emma. Enfin, Mathilde a parlé avec Emma et en gros, elles se sont entendues sur le fait que c'était pas si grave qu'elle lui ait passé son snap et que, enfin voilà, mais que en gros, elle n'avait pas apprécié que Emma vienne l'embrouiller alors qu'elle ne la connaît même pas. Sauf que Emma avait pas kiffé que elle vienne, enfin que Mathilde vienne embrouiller moi alors que il y a pas, il y a pas à faire ça genre. Et du coup, en gros, Mathilde, elle a dit à Emma que ça allait bien se passer, que pas de problème, tout allait rentrer dans l'ordre et qu'elle referait plus. Et que la rumeur qu'elle a lancée, elle en lancerait plus, en gros. Et du coup, Emma, elle était en mode, carré, j'ai fait mon boulot, bisous sous. Du coup, elle a essayé de m'aider comme elle pouvait. Et elle a raccroché. Et comme tout bon harceleur, il ment. Et elle a créé encore plus d'engouement autour de moi et encore plus de haine autour de moi parce que elle avait la haine que j'ai partagé son snap et que tout simplement j'aime les meufs et qu'elle, elle ne puisse pas aimer les meufs parce que dans sa religion, ça, enfin, c'est pas éthicole, putain, surtout galère à parler. Et du coup, après qu'elle ait raccroché, elles m'ont gardée dans cette chambre et honnêtement, j'ai fait un oubli traumatique de ce qui s'est passé. Je pense que ça a été trop dur pour moi parce que tout ce que je me souviens, c'est que je suis partie en pleurs et que j'ai forcé le passage. Genre, j'ai forcé les meufs à me laisser partir. Genre, celles qui bloquaient la porte pour pas que je parte. Je les ai poussées et je suis partie en courant, en pleurant. Et c'est tout ce dont je me rappelle. Mais j'ai été séquestrée dans cette chambre pendant bien 1 heure avec une vingtaine de personnes qui m'ont insulté mes grands morts, enfin qui m'ont insulté sa mère et qui m'ont détruite en fait. Genre vraiment. À ce moment-là, j'avais plus du tout foi en l'humain. Genre vraiment, je ne croyais plus du tout en l'humain. Là, c'est moi l'une qui parle. Et en pleurant, il y a Marie qui me voit pleurer en courant vers ma chambre et qui me dit Sou, qu'est-ce qui se passe? Et je lui ai dit, parce que Marie, elle n'était pas là à ce moment-là où on m'a séquestrée, où on m'a dit ces choses horribles. Mais Marie n'était pas là. Et je suis arrivée devant leur chambre et sa coloc de chambre, on va l'appeler Sonia. Sa camarade de chambre qui s'appelait Sonia, je m'avance pour aller vers la chambre de Marie et Sonia, sa coloc de chambre, s'avance et lui dit « Non, tu peux pas passer, pas pour les gens comme toi ». Et je lui ai dit, comment ça les gens comme moi? Elle me dit, je suis désolée, mais ma religion m'empêche de pouvoir côtoyer les personnes comme toi. Donc, voilà. Vous pouvez voir dans quel état j'étais et dans quel monde je vivais. Franchement, et elle était musulmane et franchement son argument était pété claqué au sol parce que j'ai plein d'amis musulmans et ils traînent avec moi tous en sachant qui je suis et ce que je suis et en respectant qui je suis. Donc c'est une musulmane de basse qualité. Genre vraiment. Genre si Dieu la regarde, voilà qu'elle va prendre cher. Franchement, elle a tout vu,
Genre, de tout ce qui m'est arrivé, elle a tout vu, mes pleurs, tout ça, elle en avait rien à foutre. Elle en avait rien à foutre, elle était en mode, non mais moi je prie Allah, t'inquiète pas, moi je vais aller au paradis, genre, je m'en fous de ta vie. J'étais en mode, mais meuf, t'es horrible, en fait. T'es sûre que tu vas aller au paradis. Genre, vraiment. Bref, mais du coup, Marie, elle était vraiment désolée pour moi parce que, bah, elle voulait pas que cette rumeur, elle ait pris autant d'ampleur, alors que de base, la rumeur, c'était un mensonge. Euh, du coup, c'est parti tellement loin, mais tellement loin, pour une si petite chose. Genre, juste parce que j'ai aimé Lucie, ça y est, je suis le diable. Ça y est, le diable est en moi, il me possède, ça y est. Rodel. Non, franchement. Et du coup, il y a les filles qui vont se plaindre auprès des auxiliaires et des infirmières, comme quoi moi je pose problème. Du coup, Mathilde et Jade vont se plaindre de moi, comme quoi je pose problème et comme quoi Mathilde ne peut pas dormir avec moi et ne peut pas passer une nuit avec moi sans qu'elle puisse être triggering et qu'elle soit en totale crise. Parce que quand je vous dis qu'elle tremblait et qu'elle pleurait, c'est réel. Elle tremblait comme ça. Genre vraiment, elle avait la Parkinson, genre. Et genre, elle tremblait et elle pleurait. Elle était en mode, non, mais vous comprenez pas, cette fille, c'est une folle, elle est folle. Genre vraiment, elle a retourné le cerveau de tout le monde. Et elle a dit, en gros, aux auxiliaires que bah, j'étais pas quelqu'un de bien et que, genre, en gros, bah, elle voulait pas dormir avec moi et que c'était mort, qu'elle resterait pas dans la chambre avec moi. Et du coup, elle a commencé à faire sa valise, alors que c'est moi qui aurais dû faire ma valise. C'est moi qui aurais dû faire ma valise, meuf. Bref. Du coup, les auxiliaires, ils ont dit, bon, ok, vous vous inquiétez pas, on va arranger ça. On va mettre Jade dans votre chambre. Du coup, moi, j'étais en mode, vous êtes sûr du délire? Parce que moi, je suis grave contre. Genre, honnêtement, j'étais archi contre. Et, et, euh, et les auxiliaires, elles m'ont dit, est-ce que t'es pour? Est-ce que ça te dérange si Jade, elle vient dans la chambre et tout? Je lui ai dit, bah honnêtement, ouais. Genre, déjà que je dois me taper... Enfin, honnêtement, que je dois me taper Mathilde. Je vais pas me taper Mathilde et Jade. Genre, c'est quoi le délire? Et du coup... ils ont dit, bah voilà, ça pose problème, ça va pas être possible de faire le changement. Et Mathilde, elle est venue me voir en mode, si tu n'acceptes pas le changement, je te jure que je te frappe. Genre, elle a commencé à me menacer et à me dire des choses horribles en me disant que, j'étais une aberration de la nature, que je méritais de mourir, plein de choses. Et du coup, bah, j'ai dit aux auxiliaires que c'était pas un problème si Jade venait dans la chambre. Du coup, Jade est venue dans la chambre. Et arrive le soir où bah, elles se racontent toute leur best life. Genre vraiment, elles étaient en mode... Oh, c'est trop bien ce que je te raconte. Et moi, j'étais là, en train de pleurer, dans le noir, pendant toute la nuit. Non, franchement, c'est triste. Non, franchement, c'est triste. Non, franchement, c'est triste. Là, j'étais en train de dire à Kira qu'elle n'a pas le droit de rigoler. Elle n'a pas le droit de rigoler à ça. La vérité. J'étais au bout de ma vie. Franchement, c'était pour m'achever le coup de Jade en plus. Franchement, je me rappellerai toujours de cette nuit parce que elles en ont dit des choses, mais des choses aberrantes. En plus, elles faisaient genre que j'étais pas là, comme si j'entendais rien. Enfin, c'était horrible, c'était horrible. Et du coup, arrive le lendemain où je dois voir le médecin. Et je vais voir le médecin, je lui dis enfin tout ce que j'ai sur le cœur. Je lui dis que j'en peux plus, que avant de venir à l'hôpital, à cet hôpital, bah, j'allais au bout de ma vie, que je voulais me suicider, que c'est pour ça que j'étais en HP et que c'est pour ça que je suis arrivée ici. Et je lui ai expliqué comment ça s'est déroulé et je lui ai dit que bah, les filles ici, bah,
on s'entendait pas bien ensemble et que, enfin, ça n'allait pas du tout. Et je lui ai expliqué la situation, elle a été hyper compréhensive et elle a fait toutes les démarches pour m'aider. Parce que du coup, je lui ai demandé et supplié de partir de l'hôpital. Parce que là, toutes les auxiliaires et les infirmières voyaient que je ne mangeais plus depuis plusieurs jours. Ça faisait déjà 4 jours que j'étais là et j'avais rien mangé. Et j'étais au bout de ma vie. Et du coup, le médecin s'inquiétait de ouf pour moi. Du coup, elle a pris les démarches et elle a appelé les personnes qu'il fallait appeler pour faire les démarches. Et elle m'a fait partir de l'hôpital pour le lendemain. Et du coup, elle m'a dit, ok, tu fais des valises pour demain. Tu t'en vas demain. Et comme ça, tu seras bien. Comme ça, tu seras mieux chez toi, loin de ces personnes qui te font du mal. Et je l'ai remercié, mais d'une force, Genre vraiment, j'avais envie de lui faire un câlin, genre vraiment. Franchement, cette médecin, elle était incroyable. Elle était trop mignonne. Genre vraiment, je l'aimais trop. Ah, ce docteur. Ah. J'ai pas envie de dire son blaze parce que vous pouvez la retrouver grave facilement. Mais waouh. Ce docteur, waouh. Mais bon, bref. Après ça, je vais dans la salle télévision avec le badge que Gaël m'a donné. Et je vais pleurer un bon coup parce que là, je dois expliquer la situation à mes parents. En particulier à ma mère parce que je parle pas de ouf avec mon père. Je parle plus avec ma mère. Et du coup, j'appelle ma mère. Elle est au travail et je l'appelle et je lui dis, maman, ça va pas. Et je commence à pleurer. Et elle me dit, mais qu'est-ce qui va pas? Pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui t'arrive encore? Et je lui ai dit qu'en gros, il y avait des filles qui m'avaient fait beaucoup de mal et qui s'en prenaient à moi et qui me harcelaient et qu'elle voulait plus de moi dans l'hôpital et que moi non plus je voulais plus y être, en gros. Et elle me dit, mais pourquoi elle t'harcèle? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de gens qui encadrent et tout. Et je lui dis, si, il y a des gens qui encadrent, mais c'est pas pareil que... mais ils peuvent pas faire grand-chose, genre. Et puis même, genre, ces filles-là, elles les ont manipulées, elles leur ont dit des choses et tout. Et elle me dit, mais pourquoi elles t'harcèlent? Pourquoi elles te font du mal? Et j'ai dû lui faire mon coming out par téléphone. Et c'était très gênant. C'est-à-dire que j'étais comme ça au téléphone, en pleurs. Maman, j'aime les filles. Et c'est pour ça qu'elles s'en prennent à moi. C'est pour ça. Et là, c'est pas ma mère, elle me dit, je suis dans l'ascenseur, ça coupe. Et là, bip, ça raccroche. La vérité, ça s'est passé comme ça. Alors la vérité, comment je vous dire que j'étais au bout de ma vie. Parce que ma mère, elle a entendu ce que j'ai dit. Elle me dit, ça va raccrocher. Je suis dans un ascenseur. J'essaye de la rappeler, ça répond pas. Et sauf qu'en fait, venait l'heure où je devais rendre les téléphones et où on allait manger. Et du coup, parce qu'on devait manger et après on devait rendre les téléphones. Et je me suis dit, ok, je vais l'appeler après manger. Sauf qu'après manger, elle n'a pas pu répondre vu qu'elle était dans le RER. Et du coup, je lui ai expliqué en vif que, en gros, fallait qu'il vienne me chercher le lendemain parce que fallait que je rentre et que je sorte de cet hôpital au plus vite. Et du coup, l'hôpital les ont appelés et leur ont expliqué que, en gros, fallait qu'ils viennent me chercher et que c'était la fin du séjour pour moi. Ça faisait 5 jours que j'étais là. 5 jours. Et du coup, les médecins les préviennent. Et en gros, en parlant avec le docteur, elle m'a dit qu'elle allait en parler avec les auxiliaires et les infirmières pour qu'elle parle avec toutes les filles qui sont concernées, qui m'ont fait subir ce qu'elles m'ont fait subir, pour avoir une sorte de petite remontrance pour que justice soit faite, quoi. Parce que bon, séquestrer une meuf parce qu'elle est lesbienne, c'est pas un objectif de vie. Et c'est pas... Enfin, c'est pas ouf, quoi. Et du coup, arrive le vendredi où je suis contente. Le seul jour où j'ai enfin dormi, malgré qu'il y avait Jade et Mathilde qui étaient dans ma chambre et qui parlaient pendant une grande partie de la nuit de leur vida loca et que moi je pleurais.
J'ai réussi à trouver le sommeil parce que je savais que le lendemain, j'allais pouvoir rentrer chez moi. Le lendemain arrive, je fais mes valises et tout le monde me dit pourquoi tu fais tes valises et je leur dis les médecins vous expliqueront mais je m'en vais. Quand ça part d'une bonne intention, on devrait pouvoir faire ce que l'on veut. De sa vie, de son corps et de ses décisions. Mais malgré tout, il y aura toujours l'opinion publique qui voudra en rajouter et dire son grain de sel. Et c'est ça le problème, c'est l'opinion publique. Toujours, ils vont vouloir dire des choses alors qu'ils ne sont même pas concernés. Et ça peut détruire une personne. L'harcèlement peut détruire une personne. Et là, j'ai eu un harcèlement de masse parce qu'il y a eu plusieurs personnes qui me disaient plein de choses abjectes et horribles. Et en plus de la séquestration, j'ai vécu la chose vraiment, vraiment mal. Vraiment, j'en ai... Vraiment, vraiment, vraiment mal. Du coup, arrive le vendredi où je peux rentrer chez moi. Bien sûr, je suis obligée de rentrer chez moi en fin de soirée. Du coup, je passe toute la journée à l'hôpital et encore des regards, encore des réflexions, de tout en fait. J'ai pas été assez forte en fait pour surmonter tout ça. Je ne pouvais pas. Après l'HP, après Lucie, après tout, non. Je ne pouvais pas. Vraiment, je ne pouvais pas. Du coup, quand je suis rentrée chez moi, je me sentais si libre et si heureuse d'être moi-même. Je vous assure, je me suis jamais sentie aussi heureuse d'être dans moi et d'être la personne que je suis. Genre, je me sentais bien. Je me sentais bien. Loin d'elle, loin de tout, loin de l'hôpital, loin des soucis. Même si mes problèmes, ils étaient aussi dans ma famille et autour de ma vie. Ce traumatisme-là, je l'ai vécu comme un des plus gros traumatismes de toute ma vie. Il m'a détruit pendant des années. J'ai encore des flashbacks et je fais encore des cauchemars par rapport à ça. Et quand je suis rentrée chez moi, du coup, j'étais tellement heureuse d'être la personne que je suis. Mais j'étais tellement triste du monde dans lequel je vivais. Si vous saviez à quel point. Du coup, j'ai décidé de faire une croix sur les humains. Et c'est peut-être à ce moment-là que j'ai commencé à devenir de plus humaine. C'est à ce moment-là que je suis devenue pas humaine et que j'ai eu ce rôle dans le système. Je ne me considérais plus humaine, je ne me considérais comme un individu vivant sur Terre, mais qui a une pensée plus... Je me considérais comme une personne plus évoluée, qui comprenait dans le monde dans lequel on vit et qui refusait de vivre dans lequel on vit. Du coup, comme j'étais haute, ça a eu un gros impact dans ma personnalité. Et c'est pour ça que je suis devenue aussi froide et aussi triste et aussi ravagée de l'esprit et de la tête. Et que j'ai décidé de tirer un trait sur les humains. J'en ai aussi retenu que je ne devrais plus jamais avoir honte de qui je suis et de ce que je ressens. Je ne devrais pas avoir honte de ressentir et d'aimer sous prétexte que ceci ou cela ne veut pas ou ne le conçoit pas.
ça fait du bien. D'avoir dit tout ça, ça me fait du bien. Ça me fait du bien, vraiment. Et merci de m'avoir permis de pouvoir le quitter parce que je pensais qu'ils allaient me forcer à y rester. Et au final, je suis rentrée chez moi. Et c'est pas je rentre chez moi. C'est pas je reçois un snap de Mathilde où elle m'envoie ma maison. Genre, elle m'envoie où j'habite, genre. Et j'avais pas mis ma localisation. Ça n'existe même pas. Ça n'existait même pas à cette époque, je crois, sur Snap. Mais justement, je sais pas comment elle a trouvé mon adresse, mais je pense qu'elle est partie dans l'infirmerie et qu'elle est partie regarder mon dossier pour voir où était mon adresse et me l'envoyer pour me faire peur. Parce que, en gros, les infirmiers et... enfin, en gros, les infirmières et les auxiliaires ont parlé avec Mathilde et, euh, et avec toute la bande de Mathilde en leur disant que, bah, en gros, c'était pas bien ce qu'ils avaient fait et qu'il fallait pas refaire et que, enfin voilà, en gros, ils leur ont fait une petite morale et elles ont pas du tout apprécié. Du coup, elles ont voulu se venger et elles m'ont envoyé mon adresse en me disant qu'elles allaient venir avec leur grand frère et avec d'autres gens et qu'elles allaient me défoncer ma gueule. Et moi, j'étais en mode, venez! Genre vraiment, genre vraiment, j'étais en mode venez. Genre à ce moment-là, c'était même plus l'une qui parlait, je crois que c'était Bébé Sou. Mais en vrai, j'étais en mode les gars, si vous avez que ça à faire, venez, hein. Écoute, on parlera. Moi, je n'utiliserai pas mes points, mais on parlera, écoute, hein. Mais, mais tout ça pour dire que je me suis fait séquestrer et pister par une folle. Donc en vrai, si vous avez vécu des choses similaires par rapport à l'homophobie, par rapport à l'harcèlement, j'espère que le raconter vous aura permis de vous rendre compte que vous n'êtes pas tout seul et qu'il y a des personnes qui ont vécu des choses qui sont très dures et qui en sont encore vivantes aujourd'hui et que si vous avez l'envie de mourir, bah l'envie de se sourire vous viendra peu à peu. Ça m'est venu avec le temps. J'avais 10 dons aux humains, j'avais fait un trait dessus et pourtant me voilà aujourd'hui en train de sourire à la vie. Donc pour le mot de la fin, c'est ça que je vous dis. Souriez à la vie et profitez de la vie parce que tout peut s'arrêter demain. Et au final, elles sont jamais venues. Elles sont jamais venues. C'était juste pour me faire peur et juste pour montrer leur vengeance et en comme quoi elles avaient gagné. Enfin, franchement, j'ai dû être le sujet du séjour. Genre vraiment, regarde, on l'a fait partir. Oh, c'est trop bien. Elles ont dû jaser juste après ça. Franchement, c'est honteux. C'est honteux. Mais bon. C'est la vie, j'ai envie de vous dire, hein. Il y a des gens infâmes, c'est comme ça. Il y a des gens inconscients, il y a des gens qui sont immatures, il y a des gens qui ne comprennent rien à la vie. Donc, c'est comme ça, il faut tout pour faire un monde, comme on dit. Mais bon, tiens, on s'en passerait de certains. Je vous ai fait un schéma de qui était hôte pendant le moment où toute l'histoire, ça s'est passé. Donc, je vous fais des bisous et merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Ciao.